Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième journée du Paris-Saclay Summit. Alors, grand sujet aujourd'hui puisqu'on parle de l'intelligence artificielle comme si elle flottait sans autre impact dans le cloud. En réalité, vous le savez, elle est stockée dans des hangars remplis de serveurs et branchée en permanence. L'IA, c'est la puissance, les data centers, c'est l'énergie et la souveraineté, eh bien, c'est certainement un choix stratégique. Alors la question est simple, qu'est-ce qu'on souhaite? Une IA puissante, durable, souveraine. J'imagine qu'on souhaite les trois à la fois. Ça tombe bien, car pour en débattre, nous avons aujourd'hui Julie Galland, directrice générale du commissariat à l'énergie atomique et aux recherches alternatives, et Alexandre Delaval, j'ai fait une erreur ? On va corriger, il n'y a pas de problème. Directrice de la recherche technologique. Directrice voilà. technologique, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'avais directeur général juste après et donc je me suis un peu embrouillée. Mais vous êtes bien directeur général. Alexandre Delaval de France Data, de Data 4 France. Voilà, c'est bon, on est parfait. Vous pouvez démarrer votre table ronde. Merci. Merci et merci d'être aussi nombreux sur un sujet passionnant. Compliqué aussi, difficile. On va parler d'énergie, on va parler de faire un petit peu de droit aussi, technologie, composants, avec deux patrons donc autour de cette table, chacun dans leur registre. Je commence par vous, Alexandre Delaval, directeur général France de Data 4. Parlez-nous un petit peu de votre boîte, de vos activités. Vous construisez des data centers dans toute l'Europe et vous allez investir dans les prochaines années plusieurs milliards. Data 4, c'est quoi ? Bonjour Nicolas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, donc je suis Alexandre Delaval, effectivement. Moi, je suis en charge du périmètre France chez Data 4. Data 4 est une entreprise qui conçoit des data centers, qui les exploite, qui a 20 ans d'expérience sur le secteur et qui s'est développée d'abord en France, j'y reviendrai juste après, et par la suite sur différents autres marchés exclusivement en Europe. Donc, on est vraiment un leader sur le marché européen, made in France, comme on l'appelle chez nous, du fait de la nationalité d'entreprise. Donc on est présent en Italie, en Espagne, en Pologne, en Grèce, en Allemagne et donc en France où on développe des campus de data centers, donc des sites avec un foncier de belle taille et une belle réserve énergétique, de sorte à pouvoir déployer tout le savoir-faire de Data 4 sur ces différents marchés. Et comme vous le disiez Nicolas à juste titre, on a vraiment une trajectoire qui s'accélère, notamment motivée par l'intelligence artificielle dont on va longuement parler, avec un plan d'investissement de 21 milliards d'euros d'ici 2030. Donc oui, les sommes sont assez importantes, mais le data center coûte cher, dont 15 milliards d'euros alloués exclusivement à la France, qui nous permet de nous positionner encore plus sur le territoire sur lequel l'entreprise est née et de promouvoir, de fait de notre nationalité, tous ces enjeux de souveraineté dont, encore une fois, on va parler longuement. Alors, comment fonctionne un data center? C'est un terme maintenant qui est entré dans le lexique commun, mais on ne sait pas toujours exactement de quoi il retourne. À quoi ça sert? Quelle est la place du data center dans la chaîne de valeur des services numériques? Et je crois d'ailleurs que vous ne parlez pas de data center, mais de campus de data center. Alors, expliquez-nous en deux mots le data center pour les nuls. Alors, si on schématise vraiment le plus simplement possible, le data center, alors je vous expliquerai un peu pourquoi est-ce qu'on est positionné sur les campus par la suite, mais sur le principe de fonctionnement du data center, l'objectif, c'est de délivrer un bâtiment, alors un peu plus qu'un hangar, un bâtiment intelligent avec énormément de technologies à l'intérieur, qui répond à énormément de normes, de sorte à pouvoir héberger en son sein, à l'intérieur de ce bâtiment, différents clients, donc des entreprises, des opérateurs de télécommunications, des ESN, des fournisseurs de cloud, des fournisseurs d'intelligence artificielle, dans des conditions très strictes, bien définies, pour garantir que n'importe lequel de ces équipements fournis par nos clients puisse fonctionner dans des critères bien particuliers de température, d'humidité, de stabilité de l'électricité et plein d'autres services derrière que l'on doit monitorer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est exactement le même rôle que nos clients ont sur leur propre valeur ajoutée et sur les éléments qui sont sous leur périmètre. Ils vous confient donc leur trésor, c'est-à-dire leurs données. Alors, on n'a pas accès aux données, ils nous les confient physiquement en termes d'hébergement. Oui. En revanche, ils installent leurs équipements, leurs serveurs, leurs ordinateurs. Ils gèrent la donnée de leurs entreprises ou de leurs clients. Et tout ceci, effectivement, Nicolas, est hébergé dans nos data centers. Et en l'occurrence, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, des campus de data centers où, que je l'évoquais, des fonciers de taille relativement conséquente, avec des réserves d'électricité dont on parlera tout à l'heure,
assez conséquente également, parce que les deux sont vraiment très liés, de sorte à proposer plusieurs bâtiments de data center sur un même site pour vraiment densifier et tirer bénéfice de l'utilisation de ce foncier de l'électricité sans avoir forcément besoin de se multiplier à différents endroits. Et ce qui compte, c'est la puissance électrique. Vous voulez d'ailleurs la multiplier par 3. L'objectif d'ici 2030, par rapport au plan d'investissement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les 15 milliards d'euros, qui peuvent paraître gigantesques comme ça, mais qui sont des chiffres, je ne vais pas dire habituels dans notre activité, mais encore une fois, le data center est de plus en plus coûteux à travers tous les éléments qui le constituent. Et c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de multiplier notre capacité actuelle par 3. Nous sommes présents depuis 20 ans sur le plateau de Saclay. Nous sommes présents à Marcoussis, nous prévoyons d'ouvrir un site à Nozay, donc on a un vrai ancrage territorial autour de nous tous, là, autour du plateau de Saclay. Et l'objectif, c'est de partir de ces 500 mégawatts sécurisés aujourd'hui sur ces sites sur le plateau de Saclay pour aller jusqu'à 1,5 gigawatts répartis sur le territoire. L'objectif n'est pas de rester que ici, on aimerait bien, mais par rapport à la demande de nos clients, on a aussi besoin de proposer une offre d'envergure nationale. Donc c'est un petit peu dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit, et l'objectif pour nous est effectivement de pouvoir multiplier par 3 notre capacité dans les prochaines années. Alors, pour faire un bon data center, il faut de l'énergie électrique, de la réserve électrique, il faut du foncier, ça prend de la place, et puis de la matière grise. Julie Galland, directrice de la recherche technologique au CEA, en quoi les data centers intéressent l'institution que vous représentez? Et quelles recherches vous menez dans ce domaine? Alors effectivement, merci beaucoup. Donc le CEA, c'est un grand organisme de recherche nationale, 20 000 personnes, dont à sa fondation, bien sûr, la mission qui lui était confiée, c'était bien sûr de maîtriser l'énergie décarbonée du nucléaire et également la dissuasion. Il s'est diversifié à la fois pour ses besoins et à la fois pour ses missions, et il s'est intéressé au numérique. Donc aujourd'hui, il y a plus de 3500 personnes, ingénieurs, chercheurs, techniciens scientifiques qui travaillent en numérique au CEA, avec une reconnaissance qui est mondiale. Nous sommes le deuxième organisme de recherche technologique en microélectronique au monde, et nous sommes aussi l'opérateur et hébergeur et des grands infrastructures de calcul nationaux et européens pour la modélisation et la simulation, avec aussi pour nos propres besoins. Alors, en quoi les data centers nous intéressent-ils? Alors, d'une part parce qu'il y a clairement une convergence entre les infrastructures de calcul haute performance aujourd'hui et les data centers, on va dire, à usage de grande consommation, notamment avec cette convergence de l'IA, qui, dans les gigafactories, IA Gigafactory, ont des besoins extrêmement convergents avec le calcul haute performance. Ça, c'est l'aspect technologique. C'est aussi un besoin scientifique, parce qu'on voit que l'IA pour la science est un vecteur d'innovation, et qui se mélange d'ailleurs et qui s'hybride avec des technologies plus classiques de calcul haute performance, et aussi demain avec des calculs quantiques sur lesquels nous investissons également. Et puis nous sommes en tant que porteurs aussi d'accompagnateurs du développement économique de la France, et notamment sur la question du numérique. Nous nous apercevons que il y a une convergence et un besoin de maîtriser la chaîne d'approvisionnement et l'innovation en numérique, depuis des composants microélectroniques, la maîtrise bien sûr de l'approvisionnement électrique, donc de l'électrotechnique, les systèmes, les infrastructures, jusqu'aux applications, pour pouvoir aussi maîtriser nos données, maîtriser notre avenir, être plus souverain et faire un numérique qui qui correspond aux valeurs européennes, qui est un numérique sûr, éthique et éco-responsable. Alors, la souveraineté, c'est le thème de notre débat. On y vient. Quand on parle de souveraineté numérique, moi, j'ai proposé une définition: la capacité d'un État ou d'une entité géographique, si on parle de l'échelle européenne, à garder le contrôle de ses données, de ses infrastructures,
de ces outils. Alors, je vous ai soumis en préparant ce débat cette définition et vous l'avez un petit peu amendée de manière totalement convergente. Monsieur Delaval, vous me disiez, vous, que ce qui était important, c'est de pouvoir ne pas être soumis aux lois extraterritoriales que les États-Unis pourraient chercher à nous imposer. Et Julie Galland disait à peu près la même chose, faire en sorte que les lois européennes prévalent en Europe. Donc vous avez une vision très juridique de la souveraineté. Nous avons nos lois et elles doivent s'appliquer, on doit les faire respecter et on ne doit pas subir celles des autres. C'est comme ça que vous envisagez la souveraineté, ce qui est une très bonne manière de l'envisager. Hein. La réponse est oui. Et c'est vrai que ça s'envisage selon différents paramètres. Le principe de l'État qui est souverain, c'est important. Et c'est vraiment une prise de conscience qui a été reconnue depuis plusieurs mois maintenant, notamment au niveau du ministère des Finances, avec Madame Anne Le Henanff, la ministre Anne Le Henanff, qui promeut effectivement toute cette thématique autour de l'indépendance et de la souveraineté. Ce sont des vrais enjeux. En plus, face à ces fameuses lois extraterritoriales, principalement américaine, mais pas que, et de sorte à pouvoir faire un continent européen très fort, et en particulier une France souveraine, forte, avec une résilience opérationnelle, avec une indépendance économique, et une protection. La protection juridique et aussi la régulation avec un certain nombre de règles, notamment le RGPD en France, en Europe plutôt, et d'autres types de réglementations qui sont vraiment très importantes, qui nous protège en tant que citoyens, en tant qu'usagers, qui nous, d'un point de vue opérateur français de data center, nous rassure également par rapport à cette prise de conscience et à cette capacité qu'un acteur français sur le marché des data centers puisse prétendre à apporter sa pierre à l'édifice sur le socle de la souveraineté. Donc c'est vrai que c'est de ce côté-là. Et de notre côté, d'un point de vue purement infrastructure, c'est respecter les règles qui nous sont imposées et protéger, dans la mesure de notre activité, de notre périmètre, nos différents clients. Après, on l'évoquait tout à l'heure sur la chaîne de valeur. Le data center est une brique. Ce n'est pas toute la chaîne de valeur. C'est une brique importante. C'est la base de l'infrastructure. Au-delà de tout cela, c'est ce qu'on évoquait en introduction. Il y a tous les équipements qui vont arriver par la suite, fournis par les clients, et les données qui arrivent derrière, qui peuvent potentiellement être soumises à des lois extraterritoriales. Mais c'est vrai que à notre niveau, c'est important d'avoir cette prise de conscience et cet engagement fort au sein de notre entreprise sur les critères de souveraineté. Alors, grosse pression politique, diplomatique, économique, pour faire vaciller un peu notre corpus juridique. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument tenir bon sur nos fondements, vous avez cité le RGPD, on pourrait citer aussi le DSA, le Digital Service Act. C'est pas le moment de flancher face aux pressions américaines notamment. Julie ou vous-même? La réponse est oui. On est le continent est fort, en particulier sur notre activité, mais globalement, la prise de conscience est là, la motivation est là. Nous avons tous des atouts très significatifs qui peuvent nous permettre de concourir, de rivaliser, de se protéger sur ces sujets de souveraineté. Donc bien sûr, il y a un vrai enjeu pour nous, je pense que c'est clair, il y a une vraie responsabilité, c'est évident, et il y a surtout une vraie capacité à pouvoir le réaliser, donc faisons-le. Alors Julie, quand nous abordons ces questions, vous dites, si on parle de souveraineté, il faut commencer par savoir où sont nos données, qui y a accès et quel usage on en fait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour concourir à ce qu'a dit Alexandre, c'est que donc on repart de cette notion de souveraineté des données et de juridique. Et l'un des enjeux est bien sûr de savoir ce que vous en faites, comment elles sont générées, mais ce que vous en faites. Ça, c'est peut-être la définition même de la souveraineté de la donnée. De facto, au regard de la question des divergences des normes et des juridictions entre les différents blocs continentaux, on s'aperçoit qu'il faut pouvoir appliquer les lois sur lesquelles, la juridiction sur laquelle vous appuyez votre valeur et la maîtrise. Et donc, il faut savoir où elle se situe. Si elle se situe aujourd'hui dans des data centers américains, elles sont sous juridiction américaine. C'est ceci. Donc déjà, il faut qu'elles soient localisées en Europe. Et de facto,
on s'aperçoit à ce moment-là que si on a beaucoup légiféré, effectivement, le DSA, le DMA, Digital Market Act, et puis le RGPD, parce qu'on a donc considéré que déjà, on était en mesure, on va dire, de protéger cette souveraineté par la juridiction. Néanmoins, je rajouterais ceci, c'est qu'on s'aperçoit que cela ne suffit pas, parce que on va dire qu'un certain nombre de lois extraterritoriales s'appliquent en utilisant finalement les entreprises de nationalité autre pour étendre la juridiction d'un continent, d'un pays, vers une autre juridiction, et en particulier celle du marché européen. Donc, de facto, la souveraineté technologique doit se reposer et doit concourir à consolider notre souveraineté, on va dire, juridique, et c'est pour ça qu'il faut renforcer le contenu local européen pour pouvoir définir quelque part les technologies sur lesquelles on va appuyer ensuite notre souveraineté, on va dire, juridique. Avec des solutions numériques européennes. Avec des solutions numériques qui remplissent les valeurs européennes, qui ont du contenu européen. Ça ne veut pas dire être autonome, se refermer, se replier sur soi-même. On peut tout à fait, je pense, accueillir et avoir une politique d'attractivité vis-à-vis d'institutions qui ne sont pas de nationalité européenne, mais les amener à, quelque part, entrer dans une construction européenne et une vision européenne de ce que doit être l'espace numérique. Vous posez la question très difficile que les juristes connaissent bien, c'est l'application de la loi dans l'espace, et c'est très compliqué effectivement avec cette matière très très volatile que sont les données. Quelles sont les valeurs que l'Europe, à travers le RGPD, à travers le DSA, entend préserver et auxquelles vous tenez? C'est le DSA, le DMA ou le RGPD, c'est d'abord la protection du concitoyen et du consommateur européen au regard, on va dire, de pouvoirs de marché dominants. Et c'est aussi le principe de concurrence. Donc c'est la recherche d'un équilibre qui ne nie pas, je dirais, les entreprises, mais qui essaye d'équilibrer quelque part les capacités de négociation entre les acteurs économiques jusqu'aux concitoyens. Alors, quelques chiffres. Les 3 hyperscalers, vous savez, ces géants, ceux qu'on a appelés les titans du cloud, Amazon, Google et Microsoft, contrôlent près de 70% du marché du cloud, donc le stockage, le tri, l'exploitation des données, et on est dans les mêmes niveaux pour les logiciels. Vous, ce que vous dites, Alexandre Delaval, c'est que cette prédominance qui prévaut pour l'IA, pour les logiciels, pour le cloud, elle est un peu moins forte pour les data centers. On n'est pas sur la même échelle. Heureusement, peut-être. Il y a plusieurs paramètres. Là, oui. On est en train de parler des utilisateurs du data center, donc ces différentes sociétés, mais il y en a d'autres aussi, des sociétés françaises comme Mistral, par exemple, qui investissent 1,2 milliard d'euros, alors maintenant en Suède, parce qu'ils se sont déjà équipés en France, mais voilà, ça, ce sont les utilisateurs finaux des data centers. C'est vrai que là où on se différencie de nos principaux concurrents, c'est que nos principaux concurrents ne sont pas européens, majoritairement américains. Et donc, c'est vrai qu'on a, sur ce positionnement qu'est Datacad, c'est-à-dire des grands sites, des campus, voire des gigacampus, et à travers le type de marché que l'on souhaite adresser, on se positionne comme très très bon européen. C'est ce que je disais en introduction, leader en Europe sur les différents marchés, les 6 sur lesquels nous sommes présents, mais c'est déjà plutôt très bien. Et ça nous positionne avec un axe très fort autour de la souveraineté, autour de cette protection du continent européen par rapport à ces gens américains. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment 2 nuances. Il y a l'utilisateur du data center, il y a ceux qui les exploitent, qui les construisent. Donc nous, en l'occurrence, on est dans cette deuxième catégorie. Et clairement, on est un des seuls Européens à être positionné de la sorte. Alors, ce que vous dites tous les deux, c'est que la bataille n'est pas perdue. On a des acteurs. On peut conquérir par la technologie et l'économie notre souveraineté, mais le temps presse.
Il ne faut plus traîner, c'est ce que vous dites, hein, Julie. La bataille n'est ni perdue ni gagnée, elle est en train de se jouer. Il est trop tôt pour faire les comptes. Enfin, c'est Alexandre de Laval qui dit ça, mais je pense que vous ne diriez pas autre chose. Alors, je pense qu'avec la rupture de besoins et de l'opportunité qu'apporte l'IA, il y a des grands modèles. Un certain nombre d'opportunités pour l'Europe se réouvrent. En particulier, on voit aujourd'hui, donc, alors vous voyez tous dans la presse le sujet autour des composants de calcul que sont les cartes graphiques de Nvidia, où on a un monopole incontestable d'un seul fournisseur au niveau mondial, cette fois-ci. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que, d'une part, il y a d'abord un certain nombre d'alternatives qui se dessinent, avec un certain nombre d'acteurs qui commencent à dessiner de nouveaux composants alternatifs, parce que tout aussi performantes soient-elles, elles sont encore trop consommatrices d'énergie, et on peut spécialiser encore plus les composants pour être plus efficients énergétiquement et donc être plus compétitifs par rapport à un certain nombre de calculs, de traitement de calcul. C'est ce que montrent d'ailleurs les hyperscalers, qui ont une stratégie très intéressante. Ils verticalisent aujourd'hui leur chaîne de valeur. Ils vont jusqu'à concevoir leurs propres puces pour les rendre optimales par rapport à leurs applications. C'est le cas de Google ou d'AWS. Et ils s'assurent leur propre souveraineté. Ils s'assurent leur propre souveraineté. C'est une stratégie qui est particulièrement intéressante à observer et qui d'ailleurs est motrice de fortes ruptures d'innovation qu'ils peuvent d'ailleurs construire avec nous. Il y a d'autres composants, et j'y reviens sur l'aspect européen. C'est qu'aujourd'hui, le mur que rencontre l'IA et le déploiement de l'IA, il est pas tant sur les accélérateurs que sur la capacité à transférer les mémoires, ce qu'on appelle les données, excusez-moi, ce qu'on appelle donc les interconnexions. Et il y a un mur aujourd'hui de performance sur les mémoires. Et d'ailleurs, il y a eu on va avoir des pénuries de mémoire de très prochainement, qui ont été annoncés d'ailleurs, qui sont parus dans la presse, les Échos, juste hier. Et donc, en fait, là-dessus, il se trouve que l'Europe a des propositions. Vous avez vu la semaine dernière l'accord entre STMicroelectronics et AWS pour la fourniture d'interconnexions optiques pour leur data center, qui montre que nous sommes capables de devenir leader mondial sur ces composants essentiels des data centers. Et de même, on peut revenir, par exemple, sur la question des mémoires, parce que nous avons des offres de rupture qui peuvent aujourd'hui répondre à cette spécification et ce compromis de latence et de performance, de densité, qui sont aujourd'hui un des verrous technologiques majeurs sur la mémoire. Donc ça, c'est un exemple. C'est tout en bas de la chaîne, je dirais, des composants. Mais il faut rappeler que Schneider Electric, Legrand sont des leaders mondiaux, sont les leaders mondiaux d'approvisionnement des systèmes électriques des data centers. Et donc, nous avons un certain nombre d'acteurs de cette nature qui sont tout à fait à même de renforcer le contenu européen dans les data centers. Et de même, je pense qu'en construisant, et c'est ce que nous essayons d'animer aujourd'hui au CEA, construisant une feuille de route technologique pour le futur des data centers avec l'ensemble des acteurs français, depuis les composants jusque avec les constructeurs de data centers comme Datafor, mais aussi des gens comme Mistral et des utilisateurs. Ça ne veut pas dire que européen, d'ailleurs on peut s'ouvrir, mais avec cette volonté de renforcer le contenu local européen, la bataille n'est pas perdue. Alors, on y vient à cette fameuse feuille de route et à toutes les conditions qu'il va falloir remplir pour réussir à conquérir cette souveraineté. Elle passe d'abord par la souveraineté énergétique, on l'a vu, mobiliser de la puissance électrique, c'est fondamental. Nous avons en France, alors on ne dit plus commissariat à l'énergie atomique, mais enfin vous connaissez bien ces questions, on a une relative souveraineté énergétique, en tout cas s'agissant de l'électricité. Le PPE3 veut renforcer un petit peu cette souveraineté avec un objectif de consommation d'énergie bas carbone, c'est-à-dire nucléaire de 60% d'ici à 2030. Et je vous ai posé cette question benoîtement, convaincu de la réponse. Est-ce que cette souveraineté énergétique française est pour nous un atout? Et contre toute attente, vous m'avez répondu non.
Alors, là, j'ai été pas tout scotché. à fait. Vous m'avez posé la question de dire est-ce que ça nous garantit la souveraineté numérique? Et là, je vous ai dit non. Alors, effectivement, nous travaillons à la souveraineté énergétique de la France grâce à une politique pilotée depuis maintenant 80 ans et pilotée par ce que vous appelez la PPE. Ça, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Non, mais c'est le plan pluriannuel de l'énergie. Et néanmoins, on voit que l'explosion du besoin de la consommation électrique du numérique, qui aujourd'hui est de l'ordre de 8% de la consommation électrique mondiale, et en 2030 est projeté à 20%, et notamment le double, plus du Donc double. le poids du digital dans la consommation électrique mondiale. Et notamment tiré par les data centers et l'IA qui a déjà, enfin on le voit déjà dans l'augmentation aujourd'hui de la demande mondiale, pose un sujet bien sûr de capacité à gérer cette croissance, cette hyper-croissance de la demande par rapport à la capacité de production électrique. Et deuxièmement, il y a un deuxième point, alors, j'ai répondu non au niveau européen, parce que la France, et je pense que Alexandre va le préciser, la France est un cas particulier en Europe. Et en Europe, l'électricité est chère. Et si on compare maintenant par rapport au bloc qui nous intéresse et la souveraineté européenne, si on compare par rapport aux États-Unis et à la Chine, si vous voulez, le prix de l'électricité est un sujet de compétitivité et de localisation des centres de calcul qui, eux, évidemment, est capable de faire transiter les données n'importe où et les traiter n'importe où. Aujourd'hui, la Chine a annoncé il y a quelques semaines diviser par deux, donc subventionner le prix de l'électricité pour les data centers. Pour un usage particulier. Pour l'usage des data centers, pour les consommations des data centers. Donc on a un vrai... C'est là où je vous ai répondu non, c'est que nous avons aujourd'hui, ça ne suffit pas à garantir la souveraineté numérique que d'avoir de l'électricité bas carbone, pas chère en France. Voilà. Alors, le management de la puissance électrique, c'est quelque chose qui vous parle, Alexandre de Laval. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire produire des data centers moins énergivores qu'est-ce que vous entendez par ce management de la puissance électrique? Enfin, c'est une notion développée par Julie, mais je pense qu'elle vous est chère aussi. On est dessus, c'est un vrai enjeu. Pour compléter ce que disait Julie, et si on revient effectivement sur la partie purement européenne, la France, par rapport à d'autres pays européens, a de vrais atouts sur l'électricité. Décarbonation. Le volume est important malgré tout et le prix est redevenu compétitif. Donc c'est vrai que quand on raisonne mondialement, on voit qu'il y a différents continents ou différentes zones qui sont peut-être plus attractives. Nous, en tant qu'acteurs français, donc on a une très bonne visibilité et beaucoup de relations, non seulement avec RTE, mais aussi avec EDF. Et c'est la même chose sur les autres marchés sur lesquels on est présent. On voit qu'il y a quand même, on parlait de bataille tout à l'heure, donc au niveau de l'Europe, je pense qu'on a quand même des atouts sérieux pour pouvoir la gagner. Au niveau de la France, c'est encore plus sûr parce qu'on a vraiment de gros atouts et notamment celui-ci qui nous permettent d'être attractifs, compétitifs au regard des autres marchés. Pour revenir sur la notion du management de l'énergie, c'est une priorité absolue. C'est-à-dire que ça démarre de la capacité à raccorder un site en amont, c'est-à-dire de quelle puissance avons-nous besoin pour développer nos campus de data center. Donc c'est tout le travail en amont avec les parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure, RTE principalement et EDF aussi. Une fois que c'est raccordé sur un site, c'est comment est-ce qu'on va la déployer physiquement sur le site. Et une fois que le data center est opérationnel et le client a installé ses équipements, c'est comment est-ce qu'on va la piloter. Donc il y a un vrai management de l'énergie qui est cohérent par rapport à la 6e période du PPE également, sur lequel on a énormément d'engagement dans une volonté de réduction, ce qu'on appelle le PUE. Donc c'est un indice assez majeur dans le data center sur l'efficacité énergétique qui baisse de manière significative. On faisait tous des bâtiments de data center il y a 15-20 ans où ce PUE, qui est un chiffre, il n'y a pas d'unités qui sont associées, c'était à peu près 1,8, 1,9. Maintenant, les data centers sont entre 1,2 et 1,3. Donc, il y a vraiment une optimisation réelle et sérieuse sur ce sujet-là et un management de tous les instants parce que même si on a un profil de consommateur relativement stable, on a quand même des clients à l'intérieur qui ont des usages différents, qui peuvent avoir des pics de consommation, qui ont besoin d'avoir vraiment des réglages et des configurations les plus fines possibles. Et tout ce management d'énergie, il est d'autant plus important, puisque comme on le dit dans l'industrie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas consommer.
Donc tout ce qu'on ne va pas consommer en termes d'énergie dans le data center à force d'équipement, à force de réglage, à force de configuration, à force de concertation avec nos clients, ce n'est que du bénéfice. Et je ne parle pas de bénéfice financier, je parle de bénéfice environnemental et de gestion des ressources à l'intérieur de notre activité. Alors, ce n'est pas neutre économiquement, loin s'en faut. 100 mégawatts, c'est 100 millions d'euros par an. C'est le chiffre que vous me donniez, Julie. Et vous dites, alors là, cette fois-ci, ce verbatim vous appartient. Sans progrès majeur dans ce domaine, on va faire exploser les compteurs. Et alors, il y a cet objectif que je trouve très, très intéressant, c'est le coût unitaire de traitement d'une donnée. Donc un 0 ou un 1, pour faire court, vous pensez qu'il va falloir le diviser par 1000, c'est-à-dire le faire passer de 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 12 joules. C'est un objectif que poursuit le CEA. Vous avancez là-dessus et à quel horizon on pourra passer de 10-9 à 10-12? Alors effectivement, c'est non seulement un objectif que nous nous sommes fixés au CEA et de pouvoir contribuer, mais c'est un objectif que nous partageons avec nos partenaires organismes de recherche technologique européens dans le cadre du CHIPS Act. Et parce que pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas que d'une seule technologie, il faut un ensemble, il faut co-optimiser et co-designer depuis l'application jusqu'à la brique élémentaire qu'est le transistor et la mémoire. Et effectivement, pourquoi 1000 ? Et 1000, c'est vraiment, pour nous, on considère que c'est vraiment, c'est vraiment nécessaire parce que alors à la fois les usages de l'IA, mais aussi la production de données dans le monde explose, et ce qu'on appelle le data déluge, si vous voulez. On va atteindre les zettabytes de production de données. Ces données, elles sont produites par les humains, mais elles sont aussi produites par les machines dans un environnement pour pouvoir alimenter, par exemple, le smart manufacturing ou le véhicule autonome ou des applications de cette nature sur lequel s'appuie l'IA. Donc, cette nécessité de pouvoir maîtriser la consommation électrique du traitement, qui est vraiment l'unité élémentaire, atomistique du data center et du calcul du coût énergétique, elle est fondamentale. Pour ça, effectivement, il faut pouvoir repartir des applications, comprendre comment l'algorithme se déploie sur le matériel. Le matériel, c'est les composants, comment pour pouvoir optimiser. Alexandre parlait de comment, à l'intérieur également de l'infrastructure, comment optimiser en fonction des pics de charge, et puis aller jusqu'à la fin, jusqu'à une consommation, jusqu'aux briques élémentaires, par exemple. Le calcul en mémoire, par exemple, est un des enjeux, des pistes qui permettrait notamment de faire diviser considérablement cette consommation. Il faut savoir que dans le traitement des données, le coût essentiel énergétique, c'est le déplacement de la donnée de la mémoire vers le transistor qui va la calculer. Alors, on va prendre des questions de la salle, mais un dernier point. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Julie Galland, de feuilles de route. Ça me rappelle ce que Fabius disait il y a très longtemps. Il nous manque un grand dessin. Un dessin DE2SEIN qui prenne en compte, vous vous souvenez, c'était en 84, je crois, donc ça ne nous rajeunit pas. Il y a le management de la puissance électrique, mais il y a aussi les mémoires, avec cette menace de rupture, il y a les technologies, il y a les composants. Il faut prendre point par point tous les éléments de la chaîne de valeur et dessiner, mais avec qui un plan stratégique à long terme, ambitieux. Cette feuille de route, vous la voyez comment ? Alors, nous, on la voit à l'européenne, si vous voulez, en fait, quelque part. Quand on observe bien, d'une part, vous avez un grand dessin qui existe en Chine, sur lequel on a un déroulement très, très, très organisé, technologique et industriel, pour pouvoir créer leur propre autonomie. Pour eux, c'est d'autonomie, c'est pas de la souveraineté, ça va beaucoup plus loin. Il y a une vision des hyperscalers américaines, comme je disais, avec une vision intégrative qui, quelque part, ils construisent leur propre dessin avec une méthode et une logique intégrative qui
qui est aussi inspirante. Et au niveau européen, si nous voulons effectivement construire ensemble un grand dessin, il faut rassembler l'ensemble de la chaîne de la valeur. Nous avons des acteurs comme Datafor et nous pouvons construire ensemble une feuille de route. Alors avec ce genre de travail de consortium que nous sommes capables de mettre en œuvre aussi grâce au pouvoir public. Et c'est quelque chose que nous avons notamment porté dans la tribune que nous avons fait il y a quelques semaines sur le fait qu'il nous faut ce dessin collectif pour pouvoir remporter la victoire quelque part du repositionnement de l'Europe sur les data centers et la souveraineté numérique. Vous confirmez, Alexandre Delaval, vous disiez, lorsque nous préparions cet entretien, sur le papier, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Vous êtes partant, vous êtes dans les starting blocks. On est dans les starting blocks. Je pense que la France reprend une place de premier ordre sur ce segment. La souveraineté a été clairement identifiée comme une priorité depuis plusieurs mois maintenant, notamment au niveau du gouvernement. Toutes les initiatives qui sont lancées sur les groupes de travail qui sont organisés, notamment à Bercy, plus d'autres initiatives autour de ces sujets, la chaîne de valeur en l'occurrence, les raccordements électriques, on en parlait tout à l'heure, la relation avec le territoire, l'ancrage territorial, comment est-ce que l'on crée de la richesse, comment est-ce que l'on crée de la valeur pour l'écosystème, pour le local, là où l'activité, je ne veux pas raisonner que data center, l'activité industrielle sur toute cette chaîne de valeur s'installe. C'est tous ces éléments-là qui sont clairement définis, qui sont travaillés avec énormément d'acteurs autour de la table qui ont envie de développer, de contribuer et de faire rayonner, on va dire, l'Europe et en particulier la France sur toutes ces thématiques. Donc oui, je suis absolument d'accord et on est prêt, on est ultra excité par ce type d'approche parce que pour nous, encore une fois, en tant qu'opérateur français, c'est incroyable pour nous, on est très fiers d'être ici en France, on a conservé notre siège en France au fur et à mesure de nos développements, on est très attaché à ce qu'on fait en France, on investit quasiment les 2/3 de tout notre investissement total dans les prochaines années en France. Pour nous, c'est une opportunité incroyable de se développer et de contribuer humblement à notre échelle à ce rayonnement global. Merci pour ce message encourageant et rafraîchissant. On aurait presque envie de vous applaudir. On peut peut-être le faire avant de faire circuler le micro dans la salle. Nous répondrons à toutes vos questions dans le temps qu'il nous reste, c'est-à-dire 8 minutes. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. J'entends ce que vous dites sur les questions d'urgence, de course dans lesquelles vous êtes lancé. Ces questions nous font contourner le problème environnemental du développement de l'IA. On n'en a pas tellement parlé pendant cette... oui, excusez-moi, c'est pas du tout contre l'énergie que vous portez actuellement, mais il faut vraiment se poser la question. Donc j'ai 2 questions à ce sujet. La première, sur la souveraineté énergétique, le fait de se baser sur le nucléaire, c'est une souveraineté qui est quand même relative, dans le sens où on dépend de l'uranium. Les data centers dépendent d'un certain nombre de minéraux qu'on importe, donc il faut prendre ça en considération. Les réacteurs nucléaires vont sans doute être moins fiables avec le changement climatique, avec les sécheresses, les limites de réserve en eau, les canicules. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans les stratégies? Et à l'autre bout, comme on propose de plus en plus de volume de data centers, vous essayez d'améliorer leur efficience, mais on sait que ça ne limite pas la consommation d'énergie, que plus c'est efficace, plus on s'en sert. Donc il faut vraiment se poser la question de comment on peut limiter ce déluge de données dont vous avez parlé, qui des fois sont inutiles, voire criminels. Enfin, on a vu sur X que l'IA avait été utilisée pour dénuder des petites filles. Bon. Donc, en tant que personne qui fait des data centers ou qui pilotait la recherche, comment vous réfléchissez à l'usage qui va être fait de cette technologie? Merci beaucoup. Ok, merci. Vous faites bien de poser la question, parce que l'environnement, c'est aussi dans l'intitulé de notre table ronde. Tout à fait. Merci, madame. Et vous avez raison de considérer le problème systémique. Et on a probablement, et ça fait partie de la logique de feuille de route sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est que
bien souvent, on a segmenté les questions sans se rendre compte ou sans poser la question de, on va dire, l'impact sur l'amont ou l'aval du sujet. Donc on traitait les semi-conducteurs d'un côté, puis le cloud, puis l'IA, puis ceci, puis cela. Et donc c'est le fait d'avoir essayer d'avoir une approche globale et aussi de reprendre la question de l'usage qui est importante, de repartir de l'usage. Je suis complètement d'accord. Alors je vais répondre sur les deux côtés parce que vous avez, de manière pertinente, été sur les deux tableaux. Sur la question des matériaux, y compris les matériaux pour l'énergie. Et c'est un vrai sujet qui est en train de se poser, les matériaux critiques par exemple. Alors vous mentionnez l'uranium pour le nucléaire, mais mentionnons les batteries, mentionnons le photovoltaïque et les matériaux critiques, les terres rares, qui aujourd'hui d'ailleurs sont un vrai sujet de souveraineté, puisque vous savez que leur production et le raffinage est à 90% voire plus maîtrisé par la Chine, et qu'elle en a fait l'usage, enfin la menace de l'usage dans ses négociations commerciales récemment. Nous y travaillons sur réduire le contenu, on va dire, s'affranchir, on va dire, du contenu du poids des matériaux critiques dans un certain nombre de technologies liées à l'énergie. D'accord ? Donc c'est une première chose. Deuxièmement, effectivement, donc il y a un travail aussi de substitution à creuser. Au-delà même de ensuite leur usage et la maîtrise de leurs usages, et essayer justement d'éviter de consommer trop d'énergie. Mais déjà, il y a ce sujet-là. Et il va y avoir un règlement matériaux qui est en cours d'élaboration au niveau européen, donc qui va essayer également de définir une stratégie au regard de ces questions de matériaux critiques pour l'énergie. Et au fondement, déjà de pouvoir, on va dire, proposer des technologies plus sobres, on va dire, sur cette question-là. Sur la question de l'usage, eh bien, vous avez complètement raison. Le data à l'éluge aujourd'hui, le data center, finalement, ce n'est pas là où on va créer la donnée. Et donc, nous, au CEA, on a une stratégie en 5 axes sur le numérique qui ne comprend pas que le data center. On a parlé que de data center, mais nous avons une stratégie complémentaire qui est aussi, par exemple, partagée par INRIAL, CNRS et l'ensemble de la communauté française, qui est autour, je le disais, d'un numérique qui soit sûr, éthique et éco-responsable. La première chose dans l'éco-responsabilité, c'est aussi la continuité numérique et le fait de traiter les données au bon endroit. Et en particulier, le partage de savoir si vous devez traiter vos données au plus proche de vous ou plutôt dans les data centers, c'est une question que l'on creuse. Et la question de faire aussi une IA frugale, c'est-à-dire une IA qui n'a pas besoin de dizaines de milliards de paramètres pour pouvoir répondre correctement, fait partie des travaux du PEPR, fait partie des travaux d'industrialisation du CEA. Vous savez que historiquement, au CEA et avec les industriels français, nous sommes plus positionnés en réalité sur l'embarqué. L'embarqué, c'est-à-dire les terminaux, l'IoT. L'IoT n'a pas beaucoup d'énergie à consommer et n'a pas beaucoup de place mémoire. Donc, nous concevons aussi de l'autre côté du spectre, mais c'était pas le lieu d'en parler aujourd'hui, mais de l'autre côté du spectre, une IA qui soit plus frugale en données, plus frugale en énergie. Et l'idée, c'est d'abord de pouvoir s'appuyer sur cette base embarquée pour pouvoir fournir le maximum d'applications résolvant le sujet auprès du concitoyen. Et puis, de temps à autre, enfin, pas de temps à autre, mais pour certaines applications, vous avez besoin de faire appel au data center. Ça fonctionne mieux, c'est même plus économique dans ces cas-là, voire même plus énergétique énergétiquement sobre, quand vous avez besoin de beaucoup quelque part de rassembler des données. Mais on ne fera appel au data center que dans ces cas-là. Vous voyez, donc c'est ce partage-là. Et là, nous avons aussi une stratégie complémentaire, mais on essaie effectivement de travailler cet ensemble pour être le plus éco-responsable possible. Après, sur la question que vous disiez sur la production des données et les usages, alors en tant que CEA, nous ne sommes pas positionnés sur vraiment ce travail sur les usages et les mésusages, et voire même des usages que vous mentionnez illicites, mais il y a d'autres travaux qui sont menés par l'agence de programme INRIA sur cette question-là.
Merci beaucoup. Alexandre de Laval, peut-être, et il nous reste 1 minute, vous souhaitez compléter ce que vient de dire Je suis en phase avec ce que vous propose Julie comme élément de réponse. Sur la partie nucléaire, on a quand même un atout en France. Alors, nous, on ne s'appelle pas EDF, donc c'est vrai qu'on ne pourra pas forcément se positionner sur tout le back-office du nucléaire. En revanche, c'est vrai que ça donne quand même un avantage très compétitif pour la France. Sur la partie environnementale, qu'on soit très clair, en tout cas, nous, c'est ce que l'on porte depuis déjà plusieurs années. C'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que voilà, j'entendais des gens qui applaudissaient, et nous, on peut applaudir aussi, parce que l'environnement, ça a été traité dès le démarrage de la croissance de l'entreprise pour intégrer cette composante très importante dans les 3 axes stratégiques de l'entreprise. Donc le développement durable au sens large du terme et l'environnement en particulier sont traités. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'initiatives portées par nous, portées par la filière de data center également. Alors je ne vais pas vous expliquer que tout est parfait et autres, c'est pas du tout l'objectif, mais juste en termes de réalisation, je sais que nous typiquement on contribue très activement pour participer à des développements de parcs d'énergie verte, donc éolien, photovoltaïque. On a aussi retravaillé, ou en tout cas analysé de manière très précise ce qu'on appelle le cycle de vie de notre data center, c'est-à-dire de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la fin de vie des équipements. Donc ça, c'est des travaux que l'on mène depuis quasiment 6 ans maintenant, sur lesquels on a beaucoup travaillé, que ce soit sur les technologies de béton, que ce soit sur les technologies de refroidissement, que ce soit sur l'efficacité juste bâtimentaire du bâtiment, de voir comment est-ce qu'on peut réduire son emprise, et après derrière, parler sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, le management de l'énergie. Qu'on soit clair, l'énergie, la meilleure énergie que l'on utilise, c'est celle dont on n'a pas besoin chez nous. Donc c'est cette gestion de la ressource, on peut parler de l'eau aussi. Nous avons travaillé très significativement pour être quasiment l'un des seuls fournisseurs de data center qui consomment très peu d'eau. Donc il y a vraiment une prise de conscience claire, et nous, on est complètement dans cette dynamique-là. Et honnêtement, on pourra en reparler, on est plutôt bien reconnu pour ces activités-là, parce qu'on a pris cette problématique claire et clé depuis, je vous dis, 5-6 ans, avec des vrais résultats tangibles dont on pourra discuter par rapport au développement. On a estimé clairement, et on le dit ici, on a une vraie responsabilité. Nous, humblement, sur notre industrie data center, et en particulier chez Data 4, mais c'est également des éléments que l'on partage avec la plupart de nos clients. Nous les challengeons, ils nous challengent, de sorte à pouvoir conjointement, de manière très collaborative, améliorer ces sujets-là. Donc oui, on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui on développe des campus de data center en ne traitant pas la dynamique environnementale. Par rapport à la réglementation, par rapport à tout le cadre dans lequel on s'inscrit avec les différents services instructeurs, les services de l'État et à tous les niveaux, il y a une vraie responsabilité, et je vous le dis clairement, pour nous, elle est absolument évidente, et on y travaille depuis un moment. Merci beaucoup. Vous avez lancé un thème à part entière et pas juste une question. Merci. Et puisque le sujet vous intéresse, je vous invite aussi vivement à vous inscrire à la conférence qui se tiendra au Théâtre Rousseau à 17h30, l'appel de Paris-Saclay. Merci beaucoup à tous les 3.